Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va parler de génération automatique de services web. C'est un truc que je vais vous expliquer un petit peu ma démarche pour commencer. La petite slide est un peu obligatoire pour raconter ce que je fais. Donc, je suis sur Twitter. Si vous voulez me parler ou m'interpeller par la suite, n'hésitez vraiment pas. Je travaille dans une entreprise nantaise qui s'appelle Startup Palace, qui finance ma thèse à l'université de Nantes dans le laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Donc, je suis dans une équipe de génie logiciel, mais on va revenir sur ces notions juste après. En fait, je vais vous raconter un petit peu ma vie. J'ai appris à programmer en jouant un peu avec PHP quand j'étais au collège. Donc c'était au début un peu pour le fun. Et un peu plus tard, il y a fatalement la question de qu'est-ce que tu veux faire après le bac qui s'est posée. Et j'ai fait le choix de ne pas faire de programmation, alors que c'était un des trucs que j'aimais bien, et de faire une école d'ingé généraliste. Mais finalement, j'ai changé d'avis après, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire, c'est de la programmation. Et donc je me suis retrouvé avec un profil vachement autodidacte, parce que je savais déjà coder des trucs, mais j'avais jamais fait d'études théoriques, entre guillemets, là-dessus. Donc j'ai appris pas mal dans un second temps de tous ces éléments théoriques, j'ai essayé de m'y remettre un peu. Et c'est un petit peu ça ma démarche aujourd'hui, c'est de se dire, bah, moi, de mon point de vue, on va dire de développeur PHP à la base, j'ai découvert d'autres trucs qui n'étaient pas trop plébiscités dans la communauté PHP. Et finalement, je suis assez content de ça et je me suis dit, je vais le partager avec vous. Peut-être que ça vous fera un petit peu réfléchir et que ça fera de vous des meilleurs développeurs. Donc c'est un petit peu l'enjeu aujourd'hui. Euh, J'espère qu'il y aura le temps pour des questions après, mais si on n'a pas, n'hésitez pas à venir me voir dans le reste de l'événement. Donc avant d'attaquer le vif du sujet, qui est résumé dans le titre, je vais vous raconter une petite histoire de génie logiciel. Donc, ce que j'appelle une petite histoire de génie logiciel, c'est on veut construire un certain type de programme. Donc là, en l'occurrence, on a une super porte comme celle-là. Alors, ce n'est pas forcément exactement comme celle-là, mais le principe, c'est qu'elle s'ouvre et se ferme comme n'importe quelle porte. Et on va vouloir un petit peu l'automatiser et permettre son ouverture ou sa fermeture avec un microcontrôleur type Arduino. Donc ça, c'est mon cas d'étude, ma situation. En termes de matériel, on va avoir donc un petit Arduino. Et en termes d'entrée, on va avoir deux capteurs, un qui indique si la porte est ouverte, l'autre qui indique si la porte est fermée, un bouton qui va permettre d'ouvrir la porte, un bouton qui va permettre de la fermer. Donc ça, c'est les quatre entrées que je vais avoir. Et en sortie, on a un actionneur pour ouvrir, un actionneur pour fermer. Bon, jusque-là, c'est assez simple comme truc. Donc bien sûr, je veux que quand j'appuie sur ouvrir, la porte s'ouvre. Quand j'appuie sur fermer, elle se ferme. J'ai précisé complètement. Donc voilà. Euh, Petite contrainte, on veut évidemment arrêter d'ouvrir la porte quand elle est ouverte, sinon ça va tout casser. Parce que, enfin, surtout sur la fermeture, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur le GIF là, si on ferme, en fait, on transperce le plancher et du coup, il n'y a plus besoin de venir détruire l'étoile noire parce qu'elle est du coup détruite par la porte. Ce serait un petit peu dommage. Donc, il y a cette contrainte là qui s'ajoute. Et un autre truc en plus, c'est si jamais j'appuie sur rouvrir pendant qu'elle est en train de se fermer, je veux qu'elle se rouvre immédiatement. Parce que sinon, ça, c'est un coup à casser les petits droïdes là qui passent dessous, vous savez. Et donc, je me lance dans une implémentation de ce truc-là avec du C en Arduino. Je vous montre un petit peu le code, mais ce n'est pas forcément très important de tout comprendre dans le détail. Mais là, c'est de dire, bah, on a défini quelles sont les entrées et les sorties. Les petits numéros en haut, ça correspond au numéro du pin sur le Arduino où on a branché les différents actionneurs ou capteurs. On va définir si ce sont des entrées ou des sorties. Donc ça, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré avant ici. Et voilà, on implémente le truc. Donc moi, j'ai ajouté une petite variable state tout en haut qui me permet de savoir si je suis en train de rien faire, en train d'ouvrir la porte ou en train de la fermer. Et ensuite, on a une boucle d'évaluation qui, en fonction de cet état et des différents trucs d'entrée, on va aller pousser des informations en sortie, donc à savoir est-ce qu'on ouvre ou est-ce qu'on ferme. Donc bien sûr, le code que je vous ai montré, il est un peu naïf. Le but, c'est pas de l'analyser, de le comprendre, mais on se rend compte quand même en voyant ça que juste pour faire ce que je vous ai raconté avant, bah, c'est pas forcément facile à maintenir. Alors certes, je l'ai un peu compressé pour qu'il tienne dans la slide, hein, mais finalement, on perd pas mal, il y a pas mal de bruit là-dedans. On perd le sens de ce qu'on voulait faire, parce que là, je vous ai mis un exemple simple, mais imaginez un truc un petit peu plus compliqué. Bon, on se retrouve avec des tartinades de code et on ne sait plus trop ce que ça fait. Et puis, bah, du coup, vous ne l'avez pas forcément vu, mais il y a au moins un bug que je connais là-dedans. Mais c'est pas évident, en fait. Ça compile et tout. Donc, on est dans un truc que je pense, c'est le quotidien du développeur. On s'est un petit peu perdu dans le sens de ce qu'on voulait exprimer parce qu'il y a pas mal de bruit autour. Et donc,
Si on rajoute par-dessus une petite évolution, parce qu'on n'est plus à ça près, on voudrait se dire, bah, des fois il y a des faux contacts sur le bouton, alors il faut les laisser appuyer pendant 500 millisecondes pour que finalement ce soit compté comme un appui de bouton. Si on veut implémenter ça, on se retrouve à devoir gérer un état en plus, c'est depuis combien de temps le bouton a été appuyé par exemple, et dans la boucle d'évaluation, ça rajoute pas mal de complexité dans le code. Donc si on voulait l'implémenter, sur un petit truc comme ça, vu qu'il y a 2 boutons, je pense que ça, c'est peut-être pas ça doublerait le code, mais ça rajouterait une quantité assez significative de code dans l'exemple que je vous ai montré avant. Bon, ça c'était un petit peu un exemple fictif, on va dire. Le prétexte, c'est d'essayer d'analyser et de réfléchir là-dessus. Finalement, la spécification, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait, c'était pas très compliqué. On veut juste ouvrir une porte, la fermer, il y a quelques petits cas intéressants, mais globalement c'est très simple. Mais le code, il se retrouve assez complexe et bas niveau, parce que c'est comme ça qu'on développe pour Arduino. Donc ça fait ce qu'on veut, imaginons ça marche, mais c'est pas forcément un truc qu'on aurait envie de maintenir, parce qu'on s'est éloigné du sens de notre domaine. Et donc si on réfléchit un peu et qu'on se dit comment est-ce qu'on pourrait exprimer dans l'idéal cette spécification, en se disant on ne s'intéresse pas à Arduino pour l'instant, on veut juste faire un programme qui l'implémente, et ben, il y a un truc qui s'appelle les automates finis. Donc ça ressemble à ce petit schéma. L'idée, c'est que chaque case jaune, ça correspond à un état, et chaque flèche, une transition entre états. Chaque flèche est aussi accompagnée d'une petite condition qui va permettre de parcourir la transition ou pas. Donc on va dire, on commence dans l'état tout en bas, la porte est fermée par exemple, et la seule transition qui sort de cet état, c'est si jamais on appuie sur le bouton ouvrir. Et donc si on appuie sur le bouton ouvrir, on va automatiquement passer dans l'état, la porte est en train de s'ouvrir, cet état il va être associé à l'actionneur ouvrir la porte, et donc en fait, tant qu'on n'a pas la transition du haut, le capteur qui dit que c'est ouvert, on va continuer à ouvrir la porte. Donc en fait, on sent bien là que c'est le même comportement, sauf que je l'ai exprimé d'une manière assez différente. Quand on réfléchit un peu aussi à ce truc-là, on se dit, bah, là j'ai posé un peu des invariants, j'ai mis une structure qui est différente du C, où je définis, comme je vous l'ai expliqué, des états, des transitions. Ça, ce sont des notions finalement qui sont fixes. Là, dans mon exemple, ce n'est pas lié au fait que je joue avec une porte. Le fait d'avoir des états et des transitions, on sent qu'il y a c'est une abstraction qui est un peu plus générique que ça. Cette abstraction, elle est intéressante parce qu'elle simplifie pas mal le problème, la manière d'exprimer le problème, mais elle est moins flexible aussi, parce qu'il y a plein de choses que je ne pourrais pas facilement exprimer avec cet outil-là, les automates finis. Donc tout ça pour nous emmener à la notion de domain specific language, c'est que si cette abstraction là que je vous ai montré sur l'automate fini, on voulait le traduire en code Arduino, où on voulait finalement avoir une vraie implémentation de ça, on pourrait utiliser donc finalement ce qu'on appelle un DSL, c'est-à-dire un langage de programmation qui n'est pas fait pour être général ou comme peut l'être le C ou généraliste, pardon, je cherchais le mot en même temps, mais un langage de programmation qui a été spécialement conçu pour un domaine d'application précis. Alors là, je triche un peu, ce n'est pas un domaine d'application précis que je vous ai montré, les automates finis, mais on va dire que c'est une catégorie qui est plus restreinte que le cas général. Et finalement, ces DSL, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est plus restreint, on peut plus facilement construire des outils autour. Et ces outils vont nous apporter du support. Ce que j'appelle le support, j'ai mis 2 exemples. Là, on peut imaginer de la vérification, dire nos programmes sont cohérents et respectent certaines contraintes. Donc les contraintes, c'est celles de la spec, mais ce sont aussi des fois des contraintes de construction. Typiquement, si je reviens sur mon petit schéma, si je voyais une case jaune, un état, mais aucune flèche qui n'en part, je me dirais, ah là, j'ai un état qui est comme terminal, on va se retrouver bloqué là, puisque aucune transition ne permet d'en sortir. Donc est-ce que c'est voulu, ça a du sens métier, ou est-ce que c'est une erreur, c'est moi qui ai mal programmé mon truc? Et donc on peut automatiquement vérifier facilement si j'arrive dans ce cas-là avec n'importe quel automate fini comme celui-là. Et ça, c'est plus difficile à faire avec mon implémentation en C, puisqu'elle est super flexible et super générale. En fait, on peut faire plein de choses avec, et du coup, c'est difficile de voir si on a fait quelque chose de mal, ou si en fait ça marche bien comme on voulait, c'était juste qu'on l'a codé d'une manière un peu alambiquée. Donc on peut vérifier facilement ce genre de truc, et on peut aussi se servir de ça comme base pour produire d'autres artefacts. Ce que j'appelle des artefacts, ce sont finalement, on pourrait imaginer du binaire ou une représentation en schéma, ou en fait n'importe quel autre élément qui peut être qui serait la projection de ce truc-là. Donc là, c'est projection au sens, je sais pas, vous avez un cube, la face de devant, c'est la vue de face, c'est une projection ou c'est un carré.
Du coup, potentiellement, on va perdre de l'information, mais ça peut quand même nous servir. Et pour élargir un tout petit peu la réflexion, et après je partirai sur un exemple un peu plus concret, euh, comme je vous le disais, les DSL, c'est moins complexe que les langages de programmation généralistes, dans le sens où la sémantique, c'est-à-dire le sens de ce qu'on essaie de coder, est plus accessible. Ça veut dire que si vous prenez un code en PHP ou en C et que vous voulez en extraire le sens, c'est-à-dire redessiner un automate fini, quelque chose de plus abstrait à partir de ce code-là, c'est très difficile. Alors que si vous avez un langage beaucoup plus simple, qui colle du coup à un domaine qui est moins flexible, là c'est plus facile. Et donc je vous ai mis un petit tableau qui est assez intéressant, qui permet en fait un peu de comparer donc, ce qui est GPL à gauche, c'est General Purpose Languages, donc c'est des langages comme PHP, C qui sont généralistes, et les DSL dont je viens de vous parler sont sur la droite. Et si on parcourt vite fait quelques lignes intéressantes, on voit que finalement ce qui change entre les deux, c'est le domaine. Dans le cas des généralistes, évidemment, il est le plus large possible, mais dans le cas des DSL, il est volontairement petit. Et ça nous permet pas mal d'autres, enfin ça autorise plus facilement pas mal de propriétés qui sont celles qui sont un petit peu en dessous. Et j'avais mis une petite citation qui est intéressante, c'était Dijkstra qui disait finalement c'est intéressant, donc en 72, c'est intéressant d'avoir des langages de programmation qui sont très modestes en termes de volume et systématiques, ça veut dire qui ont peu de structure, il y a peu de moyens d'exprimer les choses en fait. Et donc c'est plus facile d'atteindre le sens du programme. Je marque une petite pause et je vous laisse avec ce gif de The Room pendant que je bois un petit peu. Et du coup, revenons au sujet, parce que là, je vous ai fait une petite intro, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de parler de ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est un truc que je me suis retrouvé à développer pendant ma thèse, qui portait un petit peu là-dessus. Le contexte, un des trucs qu'on voulait faire, c'était se dire on veut générer ou avoir un moyen de coder des web services, donc des API HTTP, et sur lesquels on va pouvoir construire des produits numériques. Donc typiquement, je ne sais pas, moi, vous avez un service type Airbnb, ou je ne sais pas, et donc vous avez une logique métier que vous allez mettre dans votre API HTTP, et ensuite on va avoir différents front-ends qui vont aller interroger cette API HTTP. Donc par exemple, des applis mobiles, un site web, de ce genre de choses. Et en fait, dans le contexte de mon entreprise, en tout cas à l'époque où j'ai commencé ma thèse, on réalisait des applications pour ce genre de clients, donc des gens qui ont besoin d'un coup de main pour faire un MVP ou un proto pour tester leur marché. Et en fait, donc c'était un peu du prototypage rapide. On voulait pouvoir sortir une appli qui marche rapidement, mais on s'est rendu compte que même si on disait ok c'est juste un proto, il faudrait la refaire, etc. Bah, le truc restait quand même en prod un petit moment, et puis on se retrouvait avec quelque chose qui était parfois un peu bancal. Fallait faire des évolutions dessus, mais ça restait en prod. J'imagine que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. J'ai envie de dire, si quelqu'un a déjà vécu ça, qu'il lève la main. Bon, on est quand même sur un peu plus de la moitié. Je fais ça pour vous réveiller un peu. Et, euh, et donc, bon, c'est ça que j'ai appelé prod honteuse, hein. C'est que, bah, en fait, le truc de facto est en prod, mais tout le monde sait que c'est pas une bonne idée. On a aussi un contexte avec les spécifications qui sont assez instables, parce qu'on développe un MVP, on essaie de lancer un produit, donc si à un moment on se rend compte que ça ne marche pas pour X ou Y raison, bah, il faut être capable de changer ça et peut-être pas de pivoter, le mot est un peu fort, mais de réajuster certains trucs. On veut bien sûr éviter les bugs, sinon le test ne sert à rien, on ne peut pas tester notre marché. Et puis on veut quand même maîtriser un petit peu les coûts, donc on a besoin d'être productif. Donc là, finalement, ce contexte, il est vachement général, hein. Je pense que c'est facile de se reconnaître dedans parce que c'est ça que tout le monde veut réussir à faire, en tout cas beaucoup de personnes dans le domaine, c'est être capable de coder vite et bien, en gros. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça comme si c'était quelque chose de nouveau? Bah, ça n'en est pas. En PHP, on sait faire des services web. On peut utiliser un des frameworks, j'en ai pas cité, mais si vous faites ça avec Symfony ou je sais pas, Laravel, Zend, on est même sans rien, on est capable de faire des services web. Mais, et c'est là où il y a un petit lien avec la petite intro que je vous ai faite avant, bah, PHP c'est un langage généraliste qui est très flexible, qui en plus est très dynamique, ce qui veut dire que c'est difficile d'aller chercher la sémantique dedans, de l'analyser de manière statique. Et en fait, en faisant ce constat, on peut facilement arriver à se demander, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu un DSL pour écrire des services web? Est-ce qu'on ne pourrait pas du coup profiter
des avantages que je vous ai expliqués avant, pour, d'une certaine manière, avoir un peu plus de support quand on crée nos services web. Et ce support, ça pourrait être, comme je vous ai dit, par exemple de la vérification ou de la génération, mais être capable du coup d'avoir un outil qui nous aide un peu plus, pas juste de reposer sur PHP et son écosystème. Et donc il y a déjà des trucs qui existent pour décrire en tout cas des services web. Vous avez sûrement entendu parler d'OpenAPI, qui avant s'appelait Swagger, mais ils ont renommé en fait OpenAPI 2 et Swagger 2, c'est la même chose. Mais ensuite, il y a eu OpenAPI 3 qui fait quelques évolutions à la spec. Mais le principe est le même. On veut pouvoir décrire des API HTTP d'une manière qui est agnostique au langage de programmation utilisé. Donc ça veut dire indépendante, si je veux le développer en PHP, en C ou en Erlang, je ne sais pas, on peut le faire. La description ne prend pas en compte ces problématiques-là et du coup, elle se limite finalement à une API, à une interface assez générique. On ne rentre pas dans le détail de ce que ça fait vraiment, on dit juste comment l'utiliser. Donc c'est typiquement, si vous voulez utiliser une doc d'un service X ou Y pour développer votre application, parce que vous allez interroger cette API, vous allez tomber sur une doc qui est exactement ce que OpenAPI pourrait faire. Concrètement, OpenAPI, du coup, ça va être un document JSON ou YAML, suivant ce que vous préférez. Les deux sont, je crois, autorisés par la spec, qui, comme je disais, décrit votre API. Et finalement, la spec OpenAPI, elle décrit un langage, elle décrit une sorte de DSL, entre guillemets, une structure de données, qui permet de décrire notre domaine, donc ici, les services web. Et un peu dans le même principe que ce que je vous répète depuis le début, comme on a une sémantique qui est très facilement accessible, on a pu développer des outils qui utilisent ces modèles-là. Le premier, le plus facile, c'est Swagger Editor. Alors là, pour le coup, ils n'ont pas renommé le nom de l'éditeur. Je n'ai pas trop suivi pourquoi. Si quelqu'un sait, ça peut être rigolo que vous me le dites. Et du coup, Swagger Editor, on voit en fait sur la partie gauche, on édite la spec OpenAPI. Donc là, c'est du YAML qui est utilisé. Et sur la partie droite, cette spec est interprétée pour générer un petit bout de documentation qui est un peu interactive et nous permet de visualiser plus facilement la documentation de notre API qu'on est en train d'écrire finalement. Et donc, il y a deux moyens d'utiliser OpenAPI, en tout cas, deux principaux moyens d'utiliser OpenAPI. Donc là, j'ai mis un peu les gros mots, mais le premier, par raffinement, c'est de dire on part du modèle OpenAPI et on va dériver quelque chose. Souvent, c'est une implémentation. Donc c'est comme ça que fonctionne Swagger Code Generator, où à partir du modèle OpenAPI, ça va générer un squelette qui pourra être utilisé dans plein de langages. Il y a plusieurs générateurs pour plusieurs langages, mais on pourrait imaginer du coup un squelette, je crois qu'il y en a un pour Symfony, qui génère du coup tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à ajouter la logique métier à tel endroit, mais il a généré la petite ligne dans le routeur qui va bien, ce genre de choses, automatiquement. Le problème de ce truc-là, de cette approche par raffinement, c'est que bien souvent, ça sert pour du one-shot. On va générer un truc, et puis une fois que c'est fait, en fait, on se retrouve à devoir faire évoluer les deux en même temps. Donc si je change mon API, je vais devoir changer l'implémentation et le modèle, parce que ça, c'est du vécu dans des entreprises que j'ai pu un peu accompagner. Ça arrive également que, en fait, on oublie le modèle assez rapidement, ou alors le gars qui avait poussé le modèle, il est plus trop là, et du coup, les autres continuent à bosser sur l'implémentation, mais le modèle, il est relégué au fond du repo, et puis il n'évolue plus, et donc les deux sont plus trop alignés. Et donc, en fait, on perd tous les avantages d'avoir fait un modèle OpenAPI, à part le fait qu'on a gagné peut-être un peu de temps au début du projet. Bon. L'autre approche, par abstraction, c'est l'inverse. C'est à partir de l'implémentation, on va remonter un truc plus abstrait qui est le modèle. Donc là, en PHP, il y a un truc qui s'appelle PHP SwaggerGen, où en fait, vous installez du coup la lib dans votre projet et vous allez pouvoir, avec quelques petites annotations, rajouter les différents renseignements que la lib ne va pas être capable de capter dans votre framework. Parce que dans OpenAPI, il y a des petits champs en langage naturel où vous allez dire cette méthode-là, cette route, elle permet de faire ça, et vous allez mettre une description. Le problème de cette approche, c'est que du coup, c'est vachement bottom-up, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, si je suis dans le cas où je voulais, comme je vous ai dit tout à l'heure, avoir un service web et autour, avoir une petite galaxie de clients, d'apps mobiles, de trucs comme ça, c'est des fois plus sympa, quand on est à plusieurs équipes, de commencer par tous bosser sur le modèle OpenAPI, et ensuite, quand on est tous d'accord, là, cette fois-ci, d'attaquer les différentes implémentations en se basant sur ce truc central, cette documentation qu'on a définie ensemble. Si on utilise l'approche du coup par abstraction, il reste que
la source de vérité, c'est une des implémentations. Et donc des fois, c'est pas forcément très très souhaitable. Ça dépend du contexte, encore une fois, bien sûr. Bon, mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça qu'il a été conçu, donc c'est fait exprès, OpenAPI ne décrit que l'interface des services web et ne va pas du tout décrire qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle logique métier on met dedans. Donc dans tous les cas, ça n'intervient pas à ce niveau-là. Mon approche là-dessus, ça a été de dire, on va essayer de proposer une méthode qui se base sur OpenAPI, qui va fonctionner par raffinement, donc ça veut dire qu'on part du modèle OpenAPI et puis on va générer quelque chose, et qui cette fois-ci va garantir l'alignement modèle-implémentation, ce qui était le problème de la méthode par raffinement, je vous ai montré juste là. L'idée, c'est que on va essayer de résoudre ce problème en même temps, et on va s'adapter à notre contexte. Ce que j'appelle notre contexte ici, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Vous savez, on veut faire du prototypage rapide, on veut éviter qu'il y ait des bugs, on veut essayer d'être le plus productif possible, ce genre de choses. Donc là, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est un petit peu le contenu de ce truc-là. Gardez un peu à l'esprit que malheureusement, je suis pas à vous dire allez sur telle URL, testez-le, c'est un produit, ça marche bien, parce que malheureusement, c'est encore à l'état de recherche, c'est juste un prototype. Mais je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant de fouiller un peu ce qu'il y a dedans, parce que ça peut vous aider à prendre du recul et peut-être vous à avoir des bonnes idées là-dessus. Donc moi, j'ai conçu un métamodèle. Alors là, j'introduis le mot métamodèle rapidement parce que vous ne l'avez pas vu normalement encore, mais en gros, c'est un petit peu pareil que DSL ou que structure de données, où on peut trouver plein de synonymes, entre guillemets. C'est de dire, bah, comme la spec OpenAPI décrit un schéma en JSON ou en YAML pour écrire un modèle OpenAPI, bah, moi, je vais décrire une sorte de schéma qui me servira à écrire des services web. Et donc, ce schéma, il est axé sur 3 points. Le premier, c'est les entités. Donc, c'est typiquement un modèle de données, donc exactement comme un schéma que vous pouvez avoir en SQL ou ce genre de choses. Le deuxième, c'est la partie la plus intéressante, c'est des composants. Donc des composants, vous pouvez voir ça un petit peu comme là dans mon cas, comme des fonctions qui vont pouvoir faire les traitements. Donc c'est elles qui vont exécuter la logique métier. Mais la différence avec de simples fonctions, c'est que là, on a pensé à un truc qui se veut du coup composable. C'est pour ça qu'on appelle ça composant. On va pouvoir un petit peu jouer au Lego avec et puis créer nos abstractions. Et le troisième point, c'est évidemment certains de ces traitements, on va vouloir les exposer via une API publique HTTP, parce que c'est ça qu'on voulait faire de prime abord. Donc je vais un tout petit peu développer les composants pour que vous voyez un petit peu concrètement à quoi ça correspond. Dans cette grammaire, on a 2 types de composants. Le premier qui est dit atomique, qui est du coup atomique, comme son nom l'indique. Le deuxième qui est dit composite, parce qu'il est fait avec d'autres composants. Donc je vais un petit peu rentrer dans le détail. Ici, on a un composant atomique. Donc qu'est-ce que ça mange en hiver, comme disent les Québécois? On a un nom, bien sûr. Donc vous voyez, là je vous mets un petit extrait en YAML du truc, mais c'est vraiment une structure de données en fait. Donc on lui donne un petit nom, on lui donne des préconditions sur son contexte d'exécution. Donc ça veut dire, quand il va s'exécuter, il a besoin d'avoir certaines variables en entrée. Donc là par exemple, on a besoin d'une variable qui s'appelle ID et qui est de type integer. Et on va pouvoir aussi également lui rajouter des effets, déclarer des effets. C'est-à-dire, là, dans cet exemple-là, il va ajouter une nouvelle variable qui s'appelle pet et qui est de type entity qui s'appelle pet. Donc là, c'est un truc qu'on aurait défini ailleurs dans le modèle, bien sûr. Mais l'idée, c'est comme ça, on peut dire, bah, ce bout de fonction prend des trucs en entrée, va agir en sortie, créer des variables, supprimer des variables. Et on peut comme ça, on peut se constituer une sorte de petite boîte noire dans laquelle il se passe des choses, on a un traitement, et en dehors de laquelle on sait quand même un peu ce qui se passe des choses parce qu'on a un contrat. On sait un petit peu, on a une interface un peu comme les signatures de fonctions. On accompagne ce composant atomique d'une petite implémentation. Donc là, j'utilise du coup Laravel pour mes exemples, mais vous n'allez pas être trop perdu, hein, c'est pas hyper compliqué. Donc vous voyez, j'ai une classe getPetById qui correspond au nom de mon composant, et j'implémente une petite interface qui s'appelle component. Cette interface, elle dit juste qu'il faut qu'il y ait une méthode execute qui existe. Et cette méthode execute, vous voyez, en fait, elle va aller chercher en base de données s'il existe un animal dont l'ID, on l'a spécifié en paramètre, donc qui est dans le contexte. Et ensuite, on va placer cet animal dans le contexte et renvoyer un nouveau contexte. Donc ça paraît un petit peu étrange de faire comme ça, mais l'idée, c'est que cette méthode, finalement, elle mange un contexte en entrée, elle va recracher un contexte en sortie, et on a un petit contrat qui est défini dans le modèle qui nous dit comment ça marche. Après, on peut faire ce qu'on veut là-dedans, on peut faire des effets de bord sur le système de fichiers, sur le réseau,
c'était pas le but de formaliser ça, mais on pourrait imaginer de formaliser peut-être après. Donc ça, c'est pour les composants atomiques. Donc ça nous permet de définir une opération atomique. Une fois qu'on en a défini plusieurs, on peut utiliser les composants composites pour assembler ces trucs-là un peu en séquence. On va exécuter d'abord un composant, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et ils vont comme ça se passer un contexte. Chacun va pouvoir avoir un contexte en entrée, utiliser les variables qui sont dedans, éventuellement les modifier, le renvoyer au suivant, et ils vont se le passer comme ça jusqu'à la fin, où on aura un contexte qui contiendra tout ce qu'il nous faut pour faire un rendu et renvoyer une réponse HTTP. Donc là, vous voyez, j'ai défini mon composant FindPet en utilisant le composant atomique que j'ai défini juste avant, et puis un deuxième composant atomique que je ne vous ai pas montré, mais qui fonctionne un petit peu pareil. Une fois qu'on a du coup toute cette logique de composants et qu'on a été capable d'écrire un modèle qui représente nos services web, on va avoir une étape de vérification. C'est l'intérêt d'avoir fait toute cette espèce de petit langage intermédiaire entre l'implémentation, par exemple du PHP, et puis finalement l'aspect OpenAPI, c'est qu'on va avoir le concept de cohérence structurelle. Et là, la cohérence structurelle, dans mon cas, c'est pour dire on ne va pas faire une preuve formelle que vous avez bien codé exactement ce qu'il faut pour que ça marche comme vous voulez, que c'est parfait, que la fusée ne va pas exploser parce qu'on risque des vies. Non, ce n'est pas le but ici. Le but, c'est de dire votre assemblage, il paraît correct parce que chaque composant, il a besoin de certains trucs pour fonctionner et on voit que c'est un truc qui est fourni par les composants d'avant. Et donc, on est capable de vérifier que l'assemblage, il est cohérent. L'idée, c'est de donner un peu de confiance dans le modèle au moment de la conception et pas au moment de l'exécution. Donc en fait, on ne va pas avoir besoin de faire de tests unitaires pour tester ces propriétés-là, puisqu'on peut les prouver sans faire de tests, sans exécution. Et comme je disais, on ne va pas payer le prix fort des méthodes formelles, puisqu'on ne cherche pas à faire décoller une fusée, ou ce n'est pas les mêmes enjeux, quoi. On essaie juste d'avoir un petit peu le meilleur des méthodes formelles sans payer trop cher, quoi. Et donc là, je vous ai parlé d'une solution qui est un petit peu seule dans son truc. Mais pourquoi je vous parlais d'OpenAPI avant? C'est parce qu'on a intégré cette approche à OpenAPI. En fait, dans OpenAPI, vous pouvez ajouter des nouvelles propriétés qui ne sont pas dans la spec en les préfixant par x-. Donc c'est vraiment un système d'extension assez classique. Dans la plupart des objets OpenAPI, vous pouvez faire ça. Et ça garantit que tous les outils qui supportent OpenAPI vont, entre guillemets, ignorer ces propriétés-là. Et ces propriétés-là ne vont pas gêner. Si votre outil les supporte, il sera capable de les exploiter, mais les autres outils ne vont pas buter dessus parce que ça ne respecte pas le schéma ou je ne sais pas. Et donc on s'est dit on va fusionner notre métamodèle, donc ce que je viens de vous présenter avec les trois grands organes, dans OpenAPI. Et il se trouve qu'en fait, il y a déjà des trucs dans OpenAPI. Donc je vous ai dit il y a besoin donc, en numéro 1 d'avoir des entités, une espèce de modèle de données. OpenAPI permet déjà de faire ça. Et on veut exposer des services web, OpenAPI, du coup, est vraiment conçu pour ça. Donc finalement, ce qui nous manque, c'était la petite partie 2. Je reviens juste un peu avant pour que vous voyez. Là, ce qui nous manque, qui n'est pas dans OpenAPI, c'est la partie 2. Et donc concrètement, comment on l'a rajouté? Je vous passe un peu les détails parce qu'il y a des petits trucs en plus, mais il y a deux parties. C'est un, on veut pouvoir définir des composants. Donc ça, il y a OpenAPI qui a une sorte de sous-objet qui permet de mettre des espèces de collections de trucs qui sont réutilisables dans le modèle. Donc j'utilise le mot truc, mais c'est parce qu'il y a vraiment de tout et de rien. Il y a différents types d'objets là-dedans. Et donc on a rajouté un nouveau sous-ensemble pour pouvoir ajouter des définitions de composants. Et ensuite, pour chaque service, donc là j'ai mis un tout petit extrait, mais si on est sur un truc qui permet de gérer des petits animaux de compagnie, pour le service qui est en /pet/id, pour la méthode get, on va pouvoir ajouter la petite propriété suivante qui nous dit tu utilises tel composant quand il y a une requête qui arrive pour générer la réponse. Ce composant, il peut être atomique ou composite, on s'en fout, ça c'est après à notre discrétion. Et l'idée, c'est comme ça, on peut construire tout le traitement qui va intervenir quand on appelle cette API. Pour un peu tester cette approche, on a créé un prototype avec un nom un petit peu bizarre qui s'appelle SWSG pour Safe Web Services Generator. Le principe est résumé par le schéma tout en haut. L'idée, c'est de dire on lui fait manger un modèle OpenAPI avec les petites extensions. On lui fait manger les... Pardon, je me rends compte au final que mon modèle, il y a un truc qui n'est pas à jour, mais ce n'est pas très grave. Enfin, mon schéma. On lui fait manger aussi les implémentations des composants atomiques, donc les petits bouts de PHP que je vous ai montrés. Et là, il va y avoir une étape où il va vérifier que le modèle est cohérent. Et s'il est cohérent, il va générer du code
en utilisant des générateurs qu'on a implémentés. Là, en l'occurrence, le seul générateur qui est implémenté pour le moment, c'est vers une application Laravel, donc en PHP. Donc c'est un programme en ligne de commande, je n'ai pas dit, mais en gros, on lance le truc en ligne de commande en disant le modèle il est là, les implémentations sont là, et tu vas m'écrire des fichiers dans tel dossier. Et les fichiers qui génèrent se classent dans les catégories suivantes. On a un certain nombre de petites classes ou d'interfaces statiques. Donc je vous ai montré dans l'implémentation tout à l'heure que j'étendais une interface qui s'appelait component. Donc typiquement, il faut que je la définisse quelque part. Donc tout ça va aller dans un dossier spécial de l'application Laravel, donc /app/swsg. On va ensuite avoir des composants atomiques, qui là, pour le coup, je vais juste copier-coller l'implémentation qu'on m'a donnée. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va juste le récupérer tel quel. On va ensuite générer cette fois-ci les composants composites qui vont appeler d'autres composants pour s'exécuter, mais qui vont aussi implémenter l'interface component, donc qui sont aussi des composants eux-mêmes. On va générer un fichier de route et on va générer un route service provider. Excusez-moi, je n'étais pas sûr, mais oui, j'étais un petit peu gourmand sur la largeur de la slide sur celui-là. Le principe de ce route service provider, c'est que attendez, je fais dans le désordre, je vais revenir dessus juste après en fait. Pourquoi est-ce que je vous montre le détail? En fait, l'approche que j'ai choisie pour la génération, c'était de dire on n'écrase rien qu'il pourrait y avoir dans une appli Laravel standard. Donc si je crée une appli Laravel, j'ai déjà une arborescence, un peu comme vous l'aurez si vous faites une appli Symfony. On a déjà une petite arborescence qui est au minimum conseillée. Et avec déjà des fichiers dedans, on sait qu'on va mettre son contrôleur dans tel dossier, avec tel nom, telle convention, etc. Bah là, ça ne va rien écraser de tout ça, ça va juste rajouter des trucs à côté. Et pour pouvoir les activer, il y a juste un petit truc à changer dans la config de l'application. C'est ce fameux route service provider, qui vous voyez dans le diff en haut, il y a une implémentation par défaut qui est fournie avec une appli Laravel quand on la crée. Et on va la remplacer en disant tu utilises plutôt celle qu'on a générée. Et celle qu'on a générée, elle ressemble à ça. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, on étend le route service provider de base, et ça va nous permettre, parce que, je le fais dans l'ordre, pardon. Le route service provider, c'est un truc dans Laravel qui permet de dire, voilà les routes que tu vas servir comme application. Elles sont définies dans ce fichier, ou je les ai définies en interne. C'est vraiment le point d'entrée du routeur, en fait. Et là, du coup, on va lui dire, tu vas utiliser les routes qu'on a générées, et pas le fichier de route par défaut. Mais comme on fait de l'héritage, vous voyez, on fait le parent:2.2.map, on va du coup dire, si jamais il n'y a pas de match pour la requête entrante dans les routes qu'on a générées, tu vas pouvoir utiliser les autres routes qu'éventuellement on a définies dans l'appli Laravel. Donc l'idée, c'était de dire, si jamais il y a un truc que je n'arrive pas à faire dans mon API avec ma méthode de génération à partir d'OpenAPI, ou que j'ai un package spécial qui requiert d'avoir... qui peut installer lui-même des routes ou des trucs comme ça, on est capable de gérer un peu les deux, de dire tu peux coder un truc à la main, entre guillemets, à l'ancienne, et tu peux aussi mélanger avec des routes, c'est juste que les routes générées auront la priorité sur les autres. Du coup, là, je fais un petit peu le bilan, j'ai remis les différents points que j'avais tout à l'heure, où je disais on voulait une méthode basée sur OpenAPI, donc bien sûr, on fait du raffinement, c'est ça que je vous ai montré. On garantit l'alignement modèle implémentation, parce que si je veux faire une évolution sur mes services web, je ne suis pas en train de dire le fait de régénérer va écraser quelque chose. Ça va écraser les fichiers que j'avais déjà générés, mais ce n'est pas grave parce que je ne les ai pas modifiés. Il ne faut surtout pas les modifier dans ce cas-là. Donc je vais avoir suffisamment de flexibilité avant la génération pour être capable de dire je change mes trucs en amont, je régénère, et hop, ça s'intègre dans mon application, et les changements sont répercutés comme ça. C'est là où les outils comme Swagger CodeGen, finalement, c'est pas exactement ça, parce que là, il vous dirait, j'ai généré un fichier, tu dois compléter l'implémentation à tel endroit, mais si tu le régénères une deuxième fois, ça va écraser ce que tu as écrit, quoi. Donc on perd en fait cette customization. Et du coup, quand je disais adapter à notre contexte, on voulait un truc qui permet de faire du prototypage rapide, éviter les bugs, être productif et tout. Ça, du coup, comme je vous ai dit, c'est un prototype, donc pour moi, l'approche est assez intéressante, mais bien sûr, c'est loin d'être parfait. Ce que je voulais vous faire réfléchir, et je vais conclure mon talk là-dessus, c'est finalement, je vous ai parlé de différents trucs, de concepts. Alors, peut-être que certains liens n'étaient pas explicites, j'ai un petit peu fait exprès. L'idée, c'était de dire, on a parlé de flexibilité et de support, qu'est-ce que c'est? Et souvent, on a tendance à voir le truc comme ça, où d'un côté, j'ai la flexibilité, de l'autre côté, j'ai mon support. Mes solutions, elles doivent un peu se positionner sur cet axe. Donc je rappelle, la flexibilité, il faut le voir comme
ma solution me permet de résoudre beaucoup de problèmes, et le support, ma solution me permet de bien résoudre les problèmes. Entre guillemets, elle va m'assister, elle va me permettre d'utiliser d'autres solutions complémentaires, ce genre de choses. Donc là, concrètement, c'était j'ai une vérification de certaines propriétés de ce que j'appelais la cohérence structurelle, ça c'était du support. Et la flexibilité, c'est je suis capable d'exprimer n'importe quel service web avec mon approche. Donc on va essayer de se positionner là-dessus. On imagine souvent cet axe comme ça. Moi, je suis plutôt en train de me dire, ça ressemble plus à ça en fait. C'est de dire, on est sur deux axes. Des fois, c'est rare, mais on sort un peu du truc de dire, en ingénierie, c'est pas forcément qu'en programmation, on est tout le temps sur des trade-offs, des compromis. Il arrive quand même des fois qu'avec une flexibilité égale, on réussisse à avoir plus de support parce qu'on a réussi à développer de meilleurs outils, etc. Donc malgré le fait que c'est théoriquement possible de, par exemple, d'avoir un langage PHP qui est similaire à ce qu'il est actuellement, mais qu'on réussit à rajouter plein de choses par-dessus, souvent il faut un petit peu repositionner quand même tout ça. Donc j'ai pas fait l'exercice parce que ce serait complètement arbitraire, mais on pourrait imaginer comparer PHP 5.6 et PHP 7 là-dessus. Je pense pas que les points seraient au même endroit en fait. Parce que PHP 7 du coup a remodernisé pas mal de choses, et deux, rajouter un peu simplifier certaines choses qui permettent d'avoir plus de support. Donc voilà, ça c'était un petit peu la réflexion là-dessus. L'autre réflexion qui n'est pas appuyée par un superbe graphique que je voulais vous transmettre, c'était essayer de réfléchir quand vous voulez écrire du code à comment vous voulez l'écrire. C'est un peu bête dit comme ça, mais il n'y a rien qui vous oblige à apprendre PHP, C ou je ne sais pas quoi. Des fois, on voudrait juste avoir une sorte de modèle, une manière d'exprimer le code de manière simple, élégante. Et dans certains cas, c'est vachement pratique d'utiliser des DSL ou ce genre de théorie. Il existe pas mal de trucs intéressants à lire là-dessus. Pour faire un petit exemple, parce qu'il me reste une petite minute avant quelques questions, ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est imaginez, vous avez une chaudière, votre entreprise développe des chaudières, donc il y a plein de modèles de chaudières, et puis vous avez un petit programme dans la chaudière qui va gérer comment elle chauffe pas, comment elle se met en veille, tout ça. Ce programme, vous pouvez dire, je le code en C. Sauf qu'on tombe dans un peu les travers classiques du développement de, il y a un expert qui lui sait comment ça doit marcher, qui a la vision du produit, et puis qui va vous dire, code ça comme ça, etc. C'est un autre qui va faire le programme. Dans certains cas, il est plus malin juste de dire, non, on ne va pas le faire en C. Je vais créer un petit DSL qui permet à l'expert lui-même d'éditer son petit programme et de le faire bien du coup, avec son expertise. Et puis ensuite, je vais pouvoir générer du code pour la chaudière. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est parfois, suivant la grammaire du programme, du petit langage en question, c'est de vérifier est-ce qu'on n'arrive pas à des cas limites. On peut prouver peut-être que la chaudière ne va jamais exploser parce qu'on ne va jamais la faire chauffer pendant 5 heures d'affilée, ou j'en sais rien. Du coup, c'est un peu ce genre de petit exemple. C'est des fois, il faut se poser la question, comment est-ce que j'ai envie que ça s'écrive ça? Quelle est la source de vérité la plus pure? Même si derrière, je vais devoir l'écrire à la main en PHP. C'est ça la question que je voudrais que vous vous posiez. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci pour ton talk. Je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions. Bonjour, merci. Du coup, là, tu as fait un POC en fait, avec Laravel, mais est-ce que tu comptes supporter d'autres choses ou... Parce qu'en fait, du coup, c'est écrit en Scala. Oui. Et du coup, en fait, si on veut supporter plus de frameworks, tout ça, il faut étendre ton programme en Scala. Est-ce qu'il est déjà en open source? Est-ce que c'est juste un POC Un peu les deux, c'est-à-dire que oui, théoriquement, il est en open source, le dépôt est public, après, il faut un peu fouiller. J'ai pas mis le lien parce que c'était pas vraiment ça que je voulais vendre. Malheureusement, j'ai pas de solution à vous montrer qui est vraiment fiable et stable. Mais là, j'ai pas trop parlé de cette partie-là, c'est vrai. La génération de code, du coup, elle fixe Laravel. J'ai pas l'intention pour le moment de développer autre chose parce que j'ai les problématiques il faut que je soutienne bientôt, etc. et toutes les contraintes académiques. Mais le principe est très simple, c'est de la génération de texte basée sur des templates. En gros, il n'y a pas 30 000 manières de générer du code. C'est cette manière-là que j'ai choisi parce que dans ce cas-là, c'était simple. Donc c'est typiquement comme si tu avais un template Twig et puis qu'en fait, au lieu d'écrire une page HTML, tu décrivais du code PHP et puis du coup, mon programme Scala insère au bon endroit les choses qui vont bien. La logique qui est intéressante, finalement, c'est la partie vérification où on a défini le truc et le programme va être capable de vérifier plein de choses avant de générer en utilisant un des backends. Donc là, il n'y en a qu'un, mais c'est ça.
Ok. Merci pour le talk. Bah, merci pour votre attention.